Le documentaire sur le plateau d'Infrarouge avec nos invités ce soir. Justine Atlan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de l'association e-Enfance. Et Colette Mello est avec nous également. Bonsoir madame, vous êtes sénatrice de Seine-et-Marne. Vous êtes rapporteure de la mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Édouard Geoffrey, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire. Merci d'être avec nous. Votre point de vue sur ce qu'on a vu ce soir? Je trouve que ce documentaire dit beaucoup de choses. Il dit d'abord la souffrance, c'est dit à un moment d'ailleurs. Il faut partir de la souffrance, il ne faut pas la sous-estimer. Il dit une deuxième chose très importante, c'est la difficulté à détecter. Vous vous souvenez qu'au bout d'un moment dans la cour, la maîtresse dit tu vois, si tu regardes l'enfant comme ça, tu ne vois pas qui est harcelé. Et il dit une troisième chose que je trouve très importante, c'est la nécessité de croiser les regards et les actions si on veut lutter contre le harcèlement. Dans ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'école, on va dire au sens large, les professeurs, la CPE, le chef d'établissement, etc. Il y a les parents, et il y a plusieurs fois on voit que c'est les parents qui font la démarche. Il y a le jeune bien sûr, il y a les camarades qui sont témoins et qui en tant que témoins doivent pouvoir aussi avoir le réflexe d'agir. Il y a les associations, il y a les psychologues. Et en fait, on voit bien que si on veut prendre en charge ce phénomène, il faut au bout d'un moment que tout le monde partage l'information et prenne l'initiative, surtout, face à une situation, d'agir. On n'agit jamais pour rien. Justine Atlan, votre regard sur ce qu'on a vu ce soir? Sur le constat de la souffrance, de l'isolement des victimes, ça je pense que pour les gens qui n'imaginaient pas forcément ce qu'on ressent quand on est harcelé, on perçoit vraiment la solitude. Vraiment cette impression d'être acculé par ce qui nous entoure et d'être seul pourtant dans un groupe, donc c'est d'autant plus violent. Ce que je trouve assez édifiant aussi, c'est de voir à quel point finalement on est tous projetés quand on est enfant et adolescent et après adulte dans du groupe, dans la société, et qu'en fait on nous apprend pas. On nous apprend pas à vivre avec les autres. On ne l'apprend pas forcément à la maison si on n'a pas toujours eu cette éducation. Et à l'éducation nationale, on apprend beaucoup le savoir, mais pas forcément toujours le savoir-être. Et c'est là où aujourd'hui il y a des efforts considérables qui sont faits pour justement mettre à l'échelle ça, à se dire finalement on est là aussi pour apprendre à des êtres humains à vivre ensemble dans du collectif. Et apprendre à vivre ensemble, c'est aussi apprendre à reconnaître, c'est ça qui est intéressant dans le documentaire, les émotions des autres, à apprendre à reconnaître les siennes, on voit des séances de se posturer, de se mettre comme ça debout, de crier finalement, donc de crier son refus de se faire embêter, sa peur, sa colère, voilà. Et tout ça finalement, c'est quand même des choses qu'on n'apprend pas systématiquement à tous nos enfants et qui peuvent, on le voit, être des vrais handicaps ensuite à l'école parce que c'est le premier de socialisation, mais surtout plus tard à l'âge adulte, dans la société, dans la famille, dans le travail. Que fait l'éducation, justement, nationale? Alors, il faut distinguer la capacité d'un enfant à avoir confiance en lui. On voit bien qu'il y a beaucoup d'enjeux de confiance et à savoir effectivement se positionner par rapport aux autres. Et là, typiquement, depuis plusieurs années maintenant, on travaille beaucoup l'oral. Vous savez que historiquement, notre système était très conçu autour de l'écrit, si ça bien rédigé. Et maintenant, on travaille beaucoup l'oral. On le trouve d'ailleurs au grand oral du baccalauréat. C'est pas pour rien. C'est savoir au bout d'un moment poser ce qu'on est en toute confiance et puis, ma foi, le faire accepter par tout le monde. La deuxième chose, c'est sur le harcèlement lui-même. Donc, à la rentrée de 2022, donc il y a un mois, on a généralisé un programme qu'on appelle le programme phare, qui, en fait, vise dans toutes les écoles et tous les collèges à traiter de l'ensemble des dimensions du harcèlement. C'est-à-dire qu'on forme les élèves, 10 heures par an. On forme ce qu'on appelle des ambassadeurs, c'est-à-dire des élèves qui vont parler aux autres élèves du harcèlement et qui vont, dans la cour, jouer un rôle un peu de repérage, de prévention. On forme les adultes, parce qu'il faut apprendre à repérer ces phénomènes-là. Et une fois qu'on est confronté à ça, il faut aussi pouvoir être de manière collégiale, parce que ça ne se traite pas tout seul dans son coin, le harcèlement. Et puis, on mobilise en fait l'ensemble de l'écosystème. Alors ça renvoie notamment aux associations, puisque les associations interviennent, et en France d'ailleurs le fait, dans les salles de classe, dans les établissements, pour faire prendre conscience à la fois du phénomène, et puis de la façon dont on peut collectivement y réagir. Alors, Colette Mello, on estime qu'il y a entre 700 000 et 1 million d'enfants d'adolescents harcelés à l'école, plus tous les cas qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas mis au jour. Ces cas-là, ils sont quand même extrêmement nombreux, ils ne se sont pas faits du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce qui existe aujourd'hui, qui fonctionne et qu'il faudrait peut-être généraliser, et qu'est-ce qui manque profondément?
Alors, bon, il y a les numéros de téléphone qui font partie des préconisations et du système de prévention, bien évidemment. Alors, il faut les mettre en évidence beaucoup plus qu'ils ne le sont actuellement. Nous l'avions pointé, nous sommes allés dans des établissements scolaires où nulle part on ne voit ces numéros de téléphone. Donc, un enfant est victime de harcèlement, il ne sait pas à qui s'adresser. C'est tout simple, hein, mais ce sont des points qui peuvent aider tout le monde et surtout les victimes. Ensuite, il y a la détection. Alors, détecter, il faut apprendre à détecter. Et là aussi, c'est la formation des enseignants et la formation des ambassadeurs qui permet de détecter les cas de harcèlement. Parce qu'il y a une réelle prise de conscience. Et je crois que les médias y ont largement contribué. Il faut gravir une montagne, mais c'est vrai. Et il faut que nous le fassions tous ensemble. C'est vrai que les 2 numéros qui existent sont importants à relayer partout, comme le disait Madame la sénatrice, parce que le 30-20 permet effectivement à des familles qui ont un problème dans l'école de dire mon enfant est harcelé dans l'école et ça n'arrive pas à se résoudre dans l'école, donc aidez-moi. Et là, il y a un référent harcèlement qui va prendre en charge la famille et l'établissement et faire médiation et trouver des solutions. Et puis sur le 30-18, effectivement, un numéro qui en plus peut aller demander aux réseaux sociaux de supprimer tous les contenus, les comptes qui sont auteurs de cyberharcèlement. Et ça, on a la chance d'avoir des partenaires avec eux qui font que dans l'heure qui suit notre signalement, les contenus vont être supprimés. Et puis ensuite, on peut effectivement signaler aussi au référent harcèlement et donc l'enfant est pris en charge globalement. Donc voilà, donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on commence à avoir un attirail qui est mis en place. Mais effectivement, il y a encore des situations malheureusement qui restent bloquées. À quoi est lié le harcèlement et où trouve-t-il son origine ? Vaste sujet. En tout cas, c'est vrai que par rapport à la question souvent que posent les parents de savoir quel est le profil type de l'enfant harcelé, est-ce qu'on pourrait savoir à l'avance qui va être harcelé ou pas. C'est très bien dit d'ailleurs dans le reportage, non tous les roux ne sont pas harcelés, non tous les enfants qui ont des problèmes de poids ne sont pas harcelés. Donc c'est bien autre chose dont il s'agit et c'est pas forcément cette différence physique ou visible. En revanche, il y a une différence, c'est vrai, mais c'est plutôt une vulnérabilité que ressent de façon extrêmement fine en général le premier, en tout cas déclencheur, le harceleur initial, je dirais, et qui repère cet enfant qui est un peu différent, c'est vrai, mais ça peut être des différences psychologiques, intellectuelles, et qui est vulnérable, mais en même temps, qui a, et ça on le dit aux enfants victimes, qui a quelque chose d'exceptionnel. Qui a une valeur profonde, une pépite intérieure que ressent aussi le harceleur et qui l'embête bien que cette pépite existe. Et donc il y a aussi de la jalousie et de l'envie souvent à l'origine du harcèlement. Tout ça se mélange, hein. Une vulnérabilité perçue mais aussi de la jalousie et l'envie. D'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans des phénomènes de violence adulte, hein. Souvent dans le couple on a des choses comme ça. On parle bien du pervers narcissique qui va effectivement humilier sa victime mais qui aimerait prendre sa force à sa victime. Quand on entend ce que vous dites, on retrouve des symptômes et des mécanismes des violences conjugales. Complètement, d'où l'intérêt vraiment de prévenir ces phénomènes de harcèlement chez les enfants et de les traiter le plus tôt parce que sinon une victime harcelée qui n'aura pas été prise en compte, traitée, accompagnée, elle va se retrouver systématiquement dans sa vie d'adulte dans les mêmes postures et donc on va les retrouver au travail, on va les retrouver dans le couple. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut redonner effectivement confiance en elle et l'estime d'elle-même qu'elle mérite à la victime, lui permettre d'apprendre à se défendre toute seule. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, c'est un vrai travail, mais il faut l'accompagner là-dedans et ses parents, etc. Mais il faut parallèlement évidemment aussi sanctionner l'auteur, hein, tout ça cohabite, hein. C'est-à-dire qu'il faut responsabiliser l'auteur, il faut aussi l'accompagner parce qu'il peut avoir effectivement aussi d'autres fragilités. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre, tout ça doit avancer ensemble et chacun à nos places, on a nos responsabilités. Que pensez-vous les uns et les autres de la méthode d'Emmanuel Piquet, Edouard Geffray ? Elle permet aux jeunes de s'armer entre guillemets par rapport à la situation. Et effectivement, de ne plus accepter l'inacceptable. Donc de se révolter un peu contre le phénomène et puis de se défendre. Après, ce n'est pas la seule méthode. Il y a beaucoup de méthodes parce qu'en fait, derrière le harcèlement, malheureusement, le profil des victimes est très divers. Et on l'a vu, il n'y a pas un profil en fait. Et donc, en fonction des vulnérabilités et des pépites de chacun, il y a toute une gamme de réactions qu'on peut trouver. Donc, ce n'est pas exclusif, mais c'est clairement intéressant. Oui, mais surtout, on a le sentiment, en voyant ce film, qu'il y a des initiatives individuelles singulières, que tout à coup, c'est une CPE qui décide de prendre le fléau à bras-le-corps, ou ça peut être une infirmière scolaire, ou une thérapeute comme Emmanuel Piquet. Alors, peut-être que vous allez me dire, mais justement, le programme phare est fait pour ça, mais qu'en attendant, face au nombre grandissant, et on n'a pas parlé du cyberharcèlement qui, en plus, entretient le phénomène dans la sphère privée, que chacun se débrouille un peu comme il peut, empiriquement, quoi. Et ça me paraît à moi assez dramatique en fait. Alors c'est ça qui a changé avec le programme phare, c'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'à présent, on était encore sur des réponses qui étaient un peu à tâtons. Le programme phare systématise la réponse
partout, dans toute l'institution scolaire. En revanche, ensuite, il peut y avoir aussi des sensibilités personnelles qui font que le type de travail qu'on va faire avec telle ou telle association, tel ou tel partenaire va aboutir à des méthodes ou à des conseils un peu différents. Mais en tout cas, en termes d'armature, si je puis dire, collective, c'est clairement le programme phare qui résout le problème que vous pointez à juste titre. Ça veut dire, Justine Atlan, que jusqu'à maintenant, parce qu'on ne peut pas faire de procès d'intention, vous pensez que l'Éducation nationale n'avait pas pris la mesure en fait, de ce phénomène ? Si, alors l'éducation nationale a pris la mesure du phénomène il y a plus de 10 ans maintenant, depuis 2011, puisqu'elle a clairement décidé de s'attaquer à ce problème-là, de le nommer déjà, parce qu'on parle beaucoup de harcèlement depuis 10 ans, mais il faut vous dire qu'avant on n'en parlait pas quand il s'agissait de violence entre enfants. Donc ils ont décidé vraiment de le nommer, donc ça veut dire quand même de l'assumer. Ensuite, effectivement, il y a eu un temps long, un temps à la mesure de cette institution, effectivement, pour de l'intérieur comprendre comment ils pouvaient mettre en place des solutions qui puissent être développées, démultipliées, prises en charge par les acteurs de l'éducation nationale. Ce qui a peut-être manqué à un moment, c'est pendant longtemps, mais aujourd'hui c'est plus le cas avec phare, c'est l'aspect contraignant, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont été proposées, mais c'était pas imposé aux structures, aux établissements scolaires. Donc il y avait un peu trop encore de latitude et de marge de manœuvre pour certains établissements de s'attaquer vraiment au problème ou pas. Voilà, il y a quand même cet aspect d'obliger chaque établissement scolaire à ne pas nier les problèmes de harcèlement qui existent dans leur établissement et à les prendre en charge et à accompagner les enfants et les familles. Et ça, c'est vrai que pendant trop longtemps, on a eu des témoignages de familles qui avaient l'impression d'être niées dans la réalité de ce que vivait leur enfant. Colette Mello ? Oui, moi je ne connaissais pas la méthode d'Emmanuel Piquet. Je crois que c'est une bonne méthode. Maintenant, il faut qu'il y ait d'autres méthodes et il faut surtout que ce soit une prise en charge collective. Et je crois que c'est ce qu'a voulu le programme phare. Il faut que tous les représentants de la communauté éducative soient impliqués et prennent les choses à bras-le-corps. Alors il faut que ce soit les enseignants, il faut que ce soit tous les membres du personnel, mais même jusqu'au personnel de la restauration scolaire. Parce que, ça veut dire quoi ? Comment voilà. on les forme, ces gens-là ? C'est-à-dire qu'on les extrait de leur établissement pendant un temps donné et ils suivent une formation Oui, on a un groupe d'adultes par établissement, généralement entre 5 et 10, qui sont un peu les référents si je puis dire, de l'établissement, et qui sont formés à hauteur de 8 jours. Donc c'est 8 jours de formation continue, donc c'est une formation entre guillemets assez lourde, sur 2 ans, avec aussi un travail entre pairs, notamment sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est non seulement la prévention, mais le repérage. C'est dit une fois encore dans le documentaire qu'on a vu avec cette maîtresse qui dit regarde, si tu regardes la cour comme ça, tu ne vois pas qui est harcelé. Et ça, c'est intéressant parce que la plupart de nos collègues, en fait, souvent tombent des nues quand ils découvrent une situation. Et là, on leur apprend collectivement à repérer, entre guillemets, les signaux faibles, certaines postures, un retrait dans la cour, un retrait dans la classe, etc., qui disent silencieusement qu'il y a un problème. Et du coup, on va vers l'enfant, on va vers le jeune, on parle avec lui, on essaie de comprendre, on détecte, et après, évidemment, on résout la question. Colette Mello ? Oui, je voudrais ajouter qu'il faut aussi penser que hors temps scolaire, dans les activités hors temps scolaire, c'est du personnel municipal qui intervient. Et je crois que le rôle des collectivités locales est aussi important. Il faut aussi que les collectivités puissent former leur personnel. Il faut qu'il y ait une journée au début de l'année, lorsque les personnes qui sont affectées dans les restaurants scolaires, pour les études, enfin, dans tout ce qui est hors temps scolaire, et je pense même aux centres de loisirs que fréquentent les enfants. Ce sont les mêmes enfants qui fréquentent les centres de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires. Et il se passe les mêmes choses dans les centres de loisirs. Donc il faut aussi former ces personnels. Et encore au-delà, Justine Atlan, puisque maintenant, il y a la question du cyberharcèlement, c'est-à-dire que, oui, effectivement, le harcèlement peut se prolonger au centre aéré, dans les activités extrascolaires, mais aussi dans la sphère privée, notamment à travers les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'enfant harcelé n'a plus du tout de période d'accalmie. Il ne peut plus se réfugier chez lui et que ça s'arrête. Il ne peut plus se réfugier pendant les week-ends, pendant les vacances. Ça le poursuit. Souvent, on se dit pourquoi il ne se déconnecte pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on est un adolescent, on ne peut pas être déconnecté. On se double peine de vraiment être complètement exclu de la vie de sa génération. Donc effectivement, ils sont sur des réseaux, des messageries où ils continuent à subir des agressions. Donc c'est là où ils ont besoin d'être accompagnés, soutenus, de casser un peu le fantasme de on ne peut rien faire sur Internet. Non, on peut faire des choses, on peut intervenir, on peut faire en sorte de ne plus subir. C'est là aussi pour ça aussi qu'on est là sur le 30-18. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement ce phénomène du cyberharcèlement, les réseaux sociaux,
mine de rien, c'est une entrée qui oblige vraiment l'éducation nationale, mais en tant que système qui existe depuis plus d'un siècle, hein, c'est une vraie révolution en fait que ça pose à l'éducation nationale, qui est obligée de concevoir sa mission de façon beaucoup plus large qu'autrefois, c'est-à-dire effectivement qui n'est plus là que pour transmettre du savoir et de l'information à des cerveaux bien outillés, effectivement. On se rend compte à quel point les réseaux sociaux sont flagrants à ce titre-là. On a besoin, en tant que citoyen aujourd'hui, de vraiment avoir des compétences sociales, du savoir-être, de connaître d'ailleurs la liberté d'expression, son cadre, enfin plein de choses finalement qu'on ne transmettait pas parce que c'était pas et qui doivent nécessairement s'acquérir. Parce qu'on a tous aujourd'hui, dès l'âge de 13 ans officiellement, mais beaucoup plus tôt, un petit média dans la main qu'on tient, dont on est effectivement le responsable, l'auteur, etc., et qui a une force extraordinaire avec la viralité des réseaux sociaux et donc qui oblige à connaître tout ça, à savoir le faire. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment franchement une révolution de l'intérieur que vous êtes en train de mener pour transmettre aussi à tous ces acteurs de l'école au sens très large, leur mission aussi d'apprendre aux enfants à se gérer entre eux et à savoir effectivement se tolérer et se respecter. À cet égard, je voudrais qu'on dise un mot des enfants qui harcèlent d'autres enfants, puisque la prévention doit commencer là aussi, j'imagine. Et moi, je me suis dit, en voyant le documentaire, on les considère entre guillemets comme des bourreaux, comme des agresseurs d'autres enfants. Est-ce que ce sont eux aussi des enfants en grande souffrance ? Souvent, oui. Quand un enfant est violent... Vous dites tous oui. Oui. Ils ont parfois été harcelés eux-mêmes, d'abord. Oui. Et en fait, c'est une espèce de, entre guillemets, une espèce de vengeance qu'on peut trouver. Ou alors, parce que dans le harcèlement, vous avez plusieurs cercles concentriques généralement. Vous avez quelques leaders et puis vous avez ceux qui suivent. Et ceux qui suivent, c'est aussi parfois, et même souvent, des enfants ou des jeunes qui trouvent juste ça drôle, en fait. Qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils font est insupportable. Et l'un des enjeux de la prévention, c'est entre guillemets de percer la bulle, quoi. Et je pop, et puis là, tout d'un coup, vous avez des jeunes qui découvrent que le petit mot répété tous les jours, sans répit à leurs camarades, mais en fait, leurs camarades qui ne le montraient pas forcément ne le supportaient plus, et que c'était pas drôle, c'était juste douloureux. Et donc, il faut vraiment travailler sur toutes les gammes pour réussir à réduire le phénomène. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir pour parler du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Et je rappelle deux numéros de téléphone, donc le 3018, c'est pour le cyberharcèlement, et le 3020 pour le harcèlement scolaire. Ce sont des numéros anonymes, gratuits et de prévention aussi. Merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, votre soirée documentaire continue sur France 2 avec 25 nuances de doc. Très bonne fin de soirée. À bientôt.